Donc bonjour à tous. Suite du cours en fait sur l'algorithmique, on va commencer à étudier certains algorithmes simples. Donc pour cette vidéo, on va s'intéresser en fait au parcours séquentiel d'un tableau. Alors on va préciser un tout petit peu les données. Donc j'ai un tableau T qui est constitué d'éléments. Bon, ils ne sont pas forcément de même type, ils peuvent, mais pas forcément. Et j'ai un élément X. Donc ce que je cherche à déterminer, c'est est-ce que l'élément X appartient au tableau T. Donc problème plutôt assez simple. Alors, on précise un tout petit peu quelles sont les sorties. Si mon élément X appartient au tableau, eh ben, ce que je veux récupérer, c'est la position de l'élément X. Et si X n'appartient pas au tableau, eh ben, on renvoie une valeur arbitraire. Alors on peut prendre -1, parce qu'en général, nos tableaux, les indices de tableau commençant à 0, si j'ai -1, ça voudra dire justement que mon élément n'est pas présent. Ok ? Donc mon entrée, ou ma donnée, c'est un tableau de taille n et un élément x, et ma sortie, c'est l'indice i tel que t de i est égal à x, ou non trouvé, par exemple, -1. Alors, en termes d'algorithmique, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, alors je vais le dérouler un tout petit peu, mais on va pas s'y attarder très longtemps. Si je cherche comme exemple, je vais chercher 7, tiens. Donc, qu'est-ce que je vais faire en termes d'algorithmique? Je vais comparer à chaque fois la valeur située dans mon tableau et la valeur de l'élément x. Si c'est égal, eh ben, je renvoie à la position à laquelle je suis, sinon je passe à la position suivante. Donc là, 7, est-ce que c'est égal à 12? Non. Donc là, j'étais à l'indice 0, l'indice 1. Ici, je vais passer à mon indice 2. Est-ce que 5, c'est égal à 7? Non, c'est pas égal. Donc je passe à égal 3. Est-ce que 7 est égal à 4, etc. Je passe à i égale 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que 7 est égal à 7? La réponse est oui. Hop, donc je renvoie 4, c'est-à-dire la position de mon élément x. Deuxième exemple, si je vais... Donc je cherche cet élément-là, un petit peu plus subtil, mais on va essayer d'être rigoureux. Est-ce que cette case-là est égale à ça? Non. Est-ce que cette case-là est égale à ça? Non. Est-ce que cette case-là est égale à ça? Non. Est-ce que cette case-là, etc., etc. Et j'arrive, est-ce que cette case-là est égale à ça? La réponse est non. J'ai un T minuscule ici, j'ai un T majuscule ici, donc ça n'est pas le même élément. J'avance, et ici j'arrive à la fin du tableau, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, mon élément ici, x, n'est pas présent dans mon tableau. Donc on a compris qu'en termes d'algorithmique, on va tout simplement parcourir les unes après les autres toutes les cases de mon tableau. Si je trouve l'élément x, j'arrête, je renvoie la position, et sinon, je vais être obligé de parcourir tout le tableau. Au pire, mon élément n'est pas présent. Donc maintenant, en termes d'algorithmique, comment on va écrire cette chose-là? Alors je rappelle que j'écrirai donc mes fonctions sous forme, mes algorithmes sous forme de fonctions. Je précise quand même le type de la valeur retournée ici. Alors en Python, ça n'est pas nécessaire, mais d'un point de vue global, en général, dans beaucoup de langages de programmation, comme le langage C, on est obligé justement de préciser le type justement de la valeur retournée. Donc ici, c'est un entier. C'est une erreur d'ailleurs, ça n'est pas un entier, c'est un élément ici. Ah non, c'est bien un entier, c'est l'indice justement, pardon, je me suis trompé. Donc recherche séquentielle, quels sont les arguments de mon algorithme, quelles sont les données, j'ai donc besoin d'un tableau T et d'un entier petit x. Et je vais donc effectuer une boucle. Alors ici, je sais exactement... Alors, je vais utiliser une boucle. Si je regarde un tout petit peu la manière dont j'ai écrit les choses, c'est pas tout à fait une boucle pour. J'aurais dû utiliser plutôt une boucle while, mais en termes de clarté, ça me paraissait beaucoup plus simple de faire cette chose-là. Donc pour i variant de 0 à n-1, qu'est-ce que je fais? Je teste si x est égal à t de i, alors je retourne i. Alors pourquoi je dis que c'est pas tout à fait une boucle pour? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je retourne, en fait, je mets fin à la fonction. Donc ici, je ne vais pas parcourir nécessairement justement l'intégralité de toutes les valeurs entre 0 et n-1.
Par contre, si j'ai évalué, si j'ai épuisé toutes ces valeurs justement jusqu'à la valeur n-1 et que je n'ai effectué aucun retour, eh ben ça veut dire que mon élément n'est pas présent, auquel cas je retourne -1. Donc ici je respecterai l'indentation justement dans mes algorithmes comme en Python pour bien comprendre les choses. D'ailleurs j'aurais pu rajouter un petit fin pour à cet endroit-là. Voilà mon algorithme, assez simple. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quelle est la complexité de cet algorithme. Bon, ça s'intuite assez facilement, mais on va essayer de le préciser. La complexité dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, je réfléchis, c'est quoi? C'est x est le premier élément du tableau. Auquel cas, le temps d'exécution, c'est 1. J'ai quoi? J'ai un test à faire, et puis c'est tout. La complexité dans le meilleur des cas, c'est alors deux possibilités, soit x est le dernier élément, ou même pire, x n'est pas présent, auquel cas j'ai parcouru tout le tableau, toutes les valeurs de mon tableau, absolument, donc le nombre d'opérations, il est de l'ordre de n. Alors il faut aller voir, effectivement, ici j'ai qu'une seule en fait affectation, j'ai un test, pardon, un seul test, mais les questions, le retourner i, est-ce qu'on compte ça comme 1 ou est-ce qu'on compte pas ça comme 1? D'autant plus que ici il faudrait justement rajouter 1 à la valeur de i, donc c'est plutôt rigoureusement 2n. Et si on compte ça comme une opération, alors a priori, si je compte le maximum justement de la partie alors ou sinon, je devrais compter 1 ici, à tous les passages. Je sais que ça n'est pas tout à fait efficace, mais bon, je serais plutôt de l'ordre de 3n. Bon, peu importe, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on obtient ici une fonction, alors affine, rigoureusement, mais en tout cas, on est dans la classe des algorithmes linéaires. Et pour la complexité en moyenne, alors, c'est pas tout à fait évident, mais on arrive quand même à expliquer intuitivement pourquoi ça marche. En fait, si je regarde le meilleur des cas, c'est l'élément est à la première position, bon, x égale 27, que je n'ai pas écrit ici, hein. Le pire des cas, c'est justement cette case-là, ou celle d'après, qui n'existe pas, mais bon, ça veut dire que l'élément n'est pas présent. Et puis si je veux faire un calcul en moyenne, eh ben, je vais devoir faire à chaque fois le numéro de la position, fois la probabilité que l'élément soit exactement à cette position-là. Donc là, j'ai un tableau ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 éléments. Mais en réalité, mon élément, il va être, enfin la position de mon élément, elle va être équiprobable sur les 9 cases justement de mon tableau. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que de manière générale, quand j'ai un tableau de taille n, bah, le fait que l'élément soit à la position n a pour probabilité 1 sur n. Et donc je vais pouvoir calculer cette complexité en moyenne assez facilement dans ce cadre-là. Hop. Alors, pourquoi? En fait, je vais devoir faire 1 sur n, c'est donc la probabilité, multipliée par justement la complexité qui voudrait i, si mon n élément, il est en ième position. Et je dois faire cette somme ici, de i est égal à 1 à n. Alors si je regarde, si j'explicite un tout petit peu cette somme, je me rends compte que j'ai 1 sur n fois 1, plus 1 sur n fois 2, plus 1 sur n fois 3, plus 1 sur n fois 4, etc. etc. Donc le 1 sur n, je peux le factoriser. Le 1 sur n, si je le factorise, ce que je récupère après, c'est la somme des entiers de 1 à n. Et justement, premier exemple qu'on a vu sur l'algorithme, la somme des entiers de 1 à n, ça me donne nn plus 1 sur 2. Ici, un petit coup de calcul, je simplifie par n en haut et en bas, j'obtiens n plus 1 sur 2. Alors, si on regarde en fait ces trois calculs de complexité, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la recherche séquentielle, justement, est un algorithme de classe linéaire. En tout cas, la complexité est linéaire. Ok? Alors, il est constant évidemment dans le meilleur des cas, et puis ensuite, dans le pire des cas, c'est linéaire, et en moyenne, c'est linéaire. Donc, j'ai un algorithme qui est justement classé parmi les algorithmes, les complexités linéaires. Alors, voilà un premier exemple d'algorithme. Alors, j'ai parlé de recherche séquentielle, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le parcours séquentiel d'un tableau. Notez que là, c'est le parcours séquentiel, et que là, j'ai fait une recherche séquentielle, donc je cherche juste un élément.
En fait, j'ai plein d'algorithmes qui s'en rapprochent beaucoup. Donc on va en voir deux. Le premier, c'est si je dois chercher justement le maximum ou le minimum dans un tableau. Alors, je vais rajouter quelques restrictions. Évidemment, ici, mon tableau T, tous les objets doivent être de même type. S'ils ne sont pas de même type, si vous voulez, si je reviens là-dessus, est-ce que 27, c'est plus petit que test? Si vous voulez, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, évidemment, il faut que j'ai soit que des entiers, soit que des chaînes de caractères, soit que des flottants, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois, en fait, avoir des objets de même type. Ensuite, en termes de données et de sortie, ce que j'ai, c'est donc un tableau. Et ce que je veux en sortie, c'est l'indice justement de l'extrémum, du maximum ou du minimum. Moi ici, je vais prendre comme exemple le maximum. Alors pourquoi je veux récupérer l'indice? Je veux récupérer l'indice parce que en fait, c'est beaucoup plus simple. Si je récupère l'indice, alors j'ai accès à la valeur maximale. Si j'ai accès à la valeur maximale, je ne suis pas nécessairement capable de récupérer la valeur de l'indice. Donc en termes d'algorithmique, en termes de programmation également, mais il est toujours plus intéressant de renvoyer l'indice de la valeur maximale et pas la valeur maximale en question. Ok? Donc que j'appellerai Imax. Alors, première chose, donc le principe, on parcourt le tableau T et je vais mettre à jour la valeur de Imax. Imax, je répète, c'est l'indice de la valeur maximale. Donc au cours du parcours. Donc j'écris ça donc de manière fonctionnelle. J'ai une fonction qui s'appelle maximum qui a pour argument un tableau T. Donc Imax, au début, j'initialise Imax à 0. Je considère que la valeur maximale, j'en choisis une arbitrairement et je choisis donc la première. Et ensuite, pour i variant de 0 à n-1, faire si t de i est strictement inférieur à t de i max, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur courante est strictement supérieure à la valeur que je vais considérer comme valeur maximale. Alors, i max prend pour valeur i, c'est-à-dire que j'ai un nouveau candidat, je mets à jour justement l'indice de la valeur maximale. Et une fois que j'ai parcouru tout mon tableau, et dans Imax, j'ai l'indice de la valeur maximale, je n'ai plus qu'à la renvoyer. Alors je reviens un petit peu sur quelque chose que j'ai raconté tout à l'heure, mais pourquoi j'ai écrit pour i variant de 0 à n-1 alors que je sors justement de cette boucle à certains moments. L'objectif était d'avoir une syntaxe qui est tout à fait similaire justement avec les trois exemples d'algorithmes. Donc ce serait plus pertinent et pédagogique ici, par certains côtés, d'écrire une boucle while plutôt qu'une boucle pour. Ici, ce n'est pas le cas parce que quoi qu'il arrive, je suis obligé de parcourir l'intégralité de mon tableau pour déterminer la valeur maximale. Alors, on peut le faire tourner, tout simplement, c'est pas très compliqué. Hop, donc ça c'était pour l'exemple précédent. Ici, j'ai donc un tableau d'entier avec justement j'ai un tableau d'entier tout simplement. L'objectif, quel est le maximum? Alors évidemment, si on vous demande juste le maximum, vous en tant qu'être humain, vous allez analyser, on va dire, pas forcément d'ailleurs de manière linéaire, de gauche à droite, mais vous allez analyser en fait toutes les valeurs. Et très rapidement, vous allez extraire la valeur maximale qui est ici 96. Mais l'objectif, c'est de dérouler justement l'algorithme. Donc ici, en vert, je mettrai donc l'indice courant, à savoir je mettrai une petite flèche, voilà, comme ceci. Et en rouge, je mettrai l'indice de la valeur maximale. Donc au début de l'algorithme, Imax, il se situe ici. Hop. Alors je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais je l'écris au début juste pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de raconter. Et ensuite, là, ici, j'ai l'indice I justement en vert, l'indice courant. Ok, donc par défaut, par défaut, Imax, je pointe là-dessus. Alors quand je dis je pointe, attention, je ne parle pas de pointeur. Très bien, alors ensuite, I va passer à la valeur suivante et je vais comparer, donc, alors il faut que j'efface ça. Donc hop, je passe à cette valeur-là. Est-ce que 79 c'est plus petit que 84?
Alors, est-ce que c'est plus petit? Non. Est-ce que c'est plus grand? Pardon. Est-ce que 79 est plus grand que 84? La réponse est non. Donc, si c'est non, eh ben, c'est pas grave, je ne fais rien, je passe à la valeur suivante. Ok? Donc, je vais arrêter de faire mes petites flèches, mais j'en suis à cette valeur-là, 13. Hein. 13, est-ce que c'est plus grand que 84? La réponse est non, je passe à la valeur suivante. 59, est-ce que c'est plus grand? La réponse est non. 3, c'est pas plus grand. 67, c'est pas plus grand. 3, c'est pas plus grand. J'arrive à 96, hein, qui est plus grand que 84, strictement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Imax, bah, il pointait sur 84. Maintenant, il va pointer sur 96. Hop, et donc là, le vert, il est ici, hein, au même endroit. Je passe à la valeur suivante. 16, est-ce que c'est plus grand? La réponse non. 13, est-ce que c'est plus grand? C'est non. J'ai atteint la taille de mon tableau. Et donc, le maximum, je l'ai bien. Il est ici. C'est 96. Alors, attention, ce que je renvoie, hein, c'est le Imax. Hein. Donc, c'est pas 96 que je renvoie. Imax, ici, il est égal à combien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'obtiens 7. D'accord? C'est l'indice de la valeur maximale. Alors voilà pour la recherche du maximum. A priori ça se complète assez bien. Petite remarque, si vous voulez chercher le minimum, alors j'ai plusieurs remarques. La première, c'est que si vous voulez faire le minimum, bah, c'est pareil, sauf que vous allez tester d'être strictement inférieur. On ne l'appellerait pas Imax, on l'appellerait Imin, pourrait juste être un petit peu cohérent, mais en fait ici le nom de cette variable nous importe peu. La deuxième remarque est un petit peu plus intéressante, un peu plus fine on va dire. Attention ici j'ai bien mis une inégalité stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait en mettant une inégalité stricte, je vais prendre comme maximum la première valeur, ou en tout cas l'indice de la première fois où je vois cette valeur. Sur mon tableau, là, tout à l'heure, j'avais qu'un seul 96. Mais imaginons que j'ai plusieurs 96 à l'intérieur de mon tableau. Et ben, Imax va pointer sur la première valeur justement rencontrée. Si jamais j'ai égalité, si vous voulez, à l'intérieur de l'algorithme, si j'ai égalité à cet endroit-là, hein, ici, je ne mets pas à jour la valeur de Imax. Si je voulais garder au contraire la dernière valeur maximale, il faudrait que je mette ici supérieur ou égal. Voilà ma deuxième remarque. Alors un deuxième algorithme justement qui utilise exactement de la même manière le parcours, on va dire, séquentiel d'un tableau, c'est le calcul d'une moyenne. Alors comment je fais pour calculer une moyenne? Imaginons que j'ai un tableau de valeurs. Donc même chose, il faut que je sois capable de calculer des additions et des divisions, donc a priori ce sont des nombres, hein, donc ça peut être des entiers ou des flottants, peu importe, mais en tout cas ce qui est clair c'est que je vais calculer des moyennes sur des nombres. Donc j'ai un tableau T de taille n, et on cherche justement à déterminer la valeur moyenne des valeurs de T. Donc je le note x bar, hein, comme en maths, donc c'est la moyenne des valeurs de T. Alors le principe il est très simple, hein. Comment je fais pour calculer une moyenne? Ben, je calcule la somme des valeurs, de toutes les valeurs de T, et à la fin je divise par le nombre de valeurs. Donc j'ai une petite opération en plus, mais en fait je pourrais tout simplement calculer la somme, ça revient exactement au même. Alors cet algorithme de calcul de la somme des valeurs, il est très intéressant. Notez que on s'en est déjà servi au début du cours d'algorithmique, hein, sur l'exemple justement introductif pour la comment ça s'appelle, pour la complexité. J'ai envie de dire également une petite remarque, c'est qu'il est très intéressant, vous allez le retrouver cet algorithme très souvent dans des calculs, en fait dans des exercices qu'on a en maths. Parce qu'on a tendance à définir des suites comme des sommes de termes, hein, vous l'avez vu avec les suites arithmétiques et géométriques pour ceux qui font l'aspect maths. Mais c'est très courant en fait de considérer une suite définie par une somme. Et donc d'un point de vue algorithmique, on a besoin de ce genre d'algorithme. Alors, je reviens à mon problème de moyenne. Donc, attention, la valeur retournée ici est un flottant. Parce que même si j'ai un tableau d'entier, bah, la moyenne ne tombe pas forcément sur une valeur entière. Donc, ce que je renvoie, on va dire de manière générale, c'est un flottant. Donc, en termes d'arguments, j'ai besoin d'un tableau T. Donc, ici, S va contenir ma somme.
Hein, je vais donc initialiser cette somme à 0. Je passe un peu rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans la première partie de la vidéo, donc ça devrait être plus rapide. Et pour i variant de 0 à n-1, et ben s va prendre pour valeur la valeur précédente de la somme plus l'élément de mon tableau, l'élément courant de mon tableau, à savoir t de i. À la fin de cette boucle, même chose, il manque le fin pour là que je devrais rajouter. À la fin de cette boucle, dans S, j'ai la somme de toutes les valeurs de mon tableau. Il reste juste à justement calculer, à diviser par le nombre de valeurs et de renvoyer cette valeur et j'obtiens donc la moyenne. Ok, et je m'arrêterai là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera justement aux algorithmes de tri. Et ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.